On a monté le kit Athena sur le booster, on l'a testé à moitié parce qu'il pleuvait. Maintenant, on va le tester pour de vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? On va le tester pour de vrai et pour ça, il va falloir le régler. Et c'est pas gagné, vu les paramètres qu'on avait vus dans la dernière vidéo. Mais on va appeler notre meilleur élément, Tournoi Racing. Bah justement, il est invité, super. Bonjour à tous. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je me promène. Je sais pas où t'as eu mon adresse, je ne sais pas. Moi je me renseigne, je fuine sur les réseaux et je trouve. Qu'est-ce que t'en penses du kit Athena? Bah écoute, ça a l'air sympathique, mais je vois que t'es en train de travailler sur l'admission. Ouais. Problème, c'est que les voisins supportent pas ça. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ça c'est sûr. Même s'il y a écrit Athena, justement, dans cette vidéo, on va trouver une solution. Moi j'ai trouvé ça. Ah. C'est beau ou pas? Ça ressemble à quoi? Un bon manchon Ah, d'admission. T'as mis des couches hein. Ah oui, bah là, pour que ce soit étanche, j'ai mis, allez, 5 mm d'épaisseur au moins, même plus que ça. Ah, là, y a des couches. Bon, l'impression est à revoir un petit peu à l'intérieur, le conduit est pas forcément lisse. Là sur ton secteur, c'est clair que tu peux pas rouler Non, c'est clair. en admission comme ça. En fait, avec le Spitro, ce qui est embêtant, c'est que le filtre à air, il est pile derrière la roue, quoi. Il Ouais. n'y a pas de garde-boue, il n'y a rien du tout, et ça aime pas la pluie. Hein. La vidéo est un peu décousue, mais vous avez compris. On va modifier un petit peu l'admission pour pouvoir tester correctement le booster, et surtout, savoir où est-ce qu'on va avec cette configuration 100% Athena, savoir si d'origine, on peut en tirer quelque chose, et je pense que j'ai un bon élément avec moi pour trouver la solution et les bons réglages. Si, c'est sûr que ça fonctionne. Après, Ouais. peut-être il faudrait revoir un peu les paramètres moteurs qui sont peut-être un peu exclusifs, un peu prévus vraiment pour faire un véhicule qui fonctionne vraiment haut en puissance, etc. Là, c'est sûr que pour faire de la route, ça serait peut-être sympa aussi, peut-être d'avoir un peu les paramètres à la baisse, ou je ne sais pas, ou rallonger peut-être l'échappement. Après, je sais pas, moi je l'ai encore pas passé au banc ce moteur-là, donc Bon. je sais pas vraiment ce qu'il vaut. Je pense qu'un jour, on va quand même emmener le booster dans la bagnole, et on va le tester chez monsieur. Hein. Après, moi je savais pas quoi faire ce matin, je dis il faut que je vienne, donc le matin aussi je sauras pas quoi faire. Un jour, je le ferai. Pensez à vous abonner, hein, Ouais. Oui. sur ma chaîne. Ah merde. Bon, au lieu de parler, on va quand même agir. On va trouver les réglages, on va changer l'admission. Je suis sûr qu'au niveau carburation et variation, il y a tout à refaire. Et justement, c'est l'objet de la vidéo. Donc, on va laisser monsieur Tournoi Racing regagner son domicile. Et puis, je suis sûr qu'il sera encore disponible sur Insta ou par téléphone ou sur sa chaîne directement pour m'aider à trouver des solutions. J'ai rien à ajouter. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Ça, je le voulais. Un peu décousu, l'introduction. On va la refaire en 1 minute pour bien comprendre les enjeux de la vidéo. Les grosses configurations, comme celle Athena montée dans la vidéo précédente, ce serait utopique de vous dire que ça fonctionne du premier coup sans réglage. C'est faux. Il y a bien sûr un réglage de la carburation et de la transmission principalement à effectuer pour obtenir le meilleur de la config, qui passera par de nombreux tests sur route pour la plus grande joie de mon voisinage. Et justement, comme expliqué dans une première partie, on va ajuster une source sonore non négligeable sur le moteur. Pas ce côté, justement l'autre, l'admission. Le but étant d'atténuer les futures plaintes que je vais recevoir. Puis dans un second temps, phase de réglage, on va d'abord remettre en cohérence l'admission, faire un pré-réglage de cette dernière pour qu'elle soit en cohérence avec le kit 70 Athena monté. Puis après, on réglera convenablement la carburation. On peaufinera ensuite la transmission, ressort de poussée, poids des galets, ressort d'embrayage, comme d'habitude aux petits oignons, pour que le seigneur du réglage des moteurs de temps, qui nous a fait le plaisir et la surprise de sa visite, soit fier de nous. Un bon programme, encore faut-il que le beau temps soit de la partie. Mais je suis sûr que le dieu du cliquet, qui est un petit peu pote avec le dieu du temps, va faire le job. Oh putain. Bon, pour le beau temps, il faudra encore un petit peu attendre. Réglons dans un premier temps ce problème d'admission bruyante. Si vous êtes des anciens de la chaîne, des abonnés de longue date, vous saurez que les filtres à air de type cornet comme celui-là, désolé Athena, je déteste ça. Ça fait trop de bruit et sincèrement les performances acquises avec ce type de filtre à air, c'est très minime. C'est pas rentable quoi. Parce que côté admission aussi, ça peut faire du bruit. Il n'y a pas que l'échappement, on l'a déjà vu. Quand le conduit d'admission est grand ouvert, c'est une porte ouverte directement au clapet près sur le bas moteur qui lui aussi possède une phase qui le rend directement lié à la chambre de combustion. Au moment de la combustion justement, le moment où ça fait du bruit. Donc sans dispositif à son extrémité qui piège le bruit, ça fait un boucan monstre. Le bruit, c'est une chose, mais pas seulement. Mais il y a un second problème, c'est que le filtre à air, il est situé à 1 cm
de la roue. Il n'y a pas de protection contre les projections de poussière et surtout d'eau quand il pleut. Le filtre, c'est de la mousse. La mousse, c'est comme une éponge. Et lorsqu'une éponge est en contact avec de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un filtre à eau. Ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc ça marche pas. La solution ici qui résout ces deux problèmes, c'est de repasser avec la boîte à air d'origine. Toujours la bonne solution. La boîte à air d'origine aura le mérite de supprimer le bruit puisqu'elle possède son jeu de chicane avec le tube à l'entrée. Là, je vous présente la boîte à air préparée qu'on avait préparée dans une précédente vidéo. C'est celle-là qu'on va utiliser pour la configuration poussée Athena 70 cm3. Bah ouais. Donc ça résoudra le problème acoustique, mais aussi supprimera le problème d'humidité puisque la prise d'air sera positionnée à un endroit beaucoup plus protégé des projections issues de la roue puisque derrière les carénages, bien à l'abri. Et puisque la mousse étant positionnée bien à l'abri dans sa boîte. Donc on va tout de suite enlever le filtre à air Athena. Paf! J'avais imprimé un manchon d'admission qui permettait de déporter le filtre à air non pas dans la roue mais sur le côté. Et donc celui-ci va prendre sa retraite aussi. Et je vais le remplacer par un manchon d'admission sur mesure imprimé en 3D de toute beauté. Et normalement ça rentre nickel. Allez, rentre nickel, sinon... C'est chaud. Et pour adapter la boîte à air au carter du Nitro ou de l'Oveto, puisque c'est le même, hein, c'est un Minarelli horizontal, les trous de fixation ne correspondent pas aux trous de fixation du carter. Donc j'avais réalisé une pièce sur mesure qui permettait d'adapter l'anthrax de la boîte à air d'origine du booster avec les trous de fixation du carter de transmission du Nitro. Et cette pièce, je l'ai refaite un petit peu plus propre en 3D, c'est quand même mieux. En attendant, on va résoudre un problème que j'ai depuis que j'ai monté le Spitro. Un problème d'incompatibilité entre le Minarelli horizontal et le frein arrière. Je vous montre. À première vue, aucun problème, le câble se monte parfaitement sur le Minarelli horizontal, celui du booster Minarelli vertical, aucun problème. Lorsqu'on actionne le câble de frein, ça freine. Le problème, c'est quand on monte sur le scooter. Avec le poids du conducteur, ce qui se passe, c'est que le câble est tellement court que ça tire sur le câble à la moindre vibration, à la moindre bosse. Et je peux vous dire que ça surprend. Donc pour tester le Spitro, ce que j'avais fait dans mes vidéos précédentes, c'est simplement que j'avais desserré le frein arrière pour éviter qu'à la moindre bosse, je parte en dérapage et lorsqu'on va un peu vite, c'est un petit peu dangereux. Fallait faire un choix entre freiner et risquer de tomber ou simplement avoir un frein avant. Donc pour rester en un seul morceau et vous faire de belles vidéos sur le Spitro, j'avais vite fait mon choix, je freinais uniquement du frein avant. Mais là, en kit 70, je joue pas à ce jeu-là. J'ai compris d'où vient le problème, c'est simplement que l'amortisseur n'est pas assez long pour que le carter de transmission soit toujours orienté vers le bas. Il va falloir prolonger l'amortisseur, soit en racheter un autre plus long, ou sinon, on va rajouter une cale d'amortisseur. Scootfast me l'avait envoyé il y a un bout de temps, mais vous allez voir pourquoi je l'avais pas mis en place. Le problème, il se situe ici. La patte de fixation Easy Boost pour adapter le Minarelli vertical en horizontal est fabriquée de telle manière que le haut moteur et notamment la culasse vient en interférence avec le cadre. Je sais que je suis pas le seul à être concerné puisque dans les commentaires quelqu'un m'a posé la question. Alors il manque pas grand chose, hein. Lorsqu'on monte l'amortisseur, ça fait monter le haut moteur vers cette patte là et déjà j'ai dû limer à mort la tête de vis de ce côté là pour qu'au moins ça passe sans réhausse d'amortisseur. Le problème quand on est en refroidissement liquide, c'est qu'on peut pas entamer autant qu'on veut la culasse puisqu'elle possède une épaisseur et dessous il y a du liquide de refroidissement. Ici on a simplement quelques ailettes à faire sauter. Je pense pas que ça implique un problème de refroidissement de la culasse. Pour vous montrer le truc, je vais même démonter l'amortisseur et essayer de le rehausser. Vous allez voir, ça touche direct.
ça passe pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va meuler un petit peu les ailettes de la culasse qui sont en défaut. Athéna, tu m'en voudras pas, hein. On va marquer à la peinture là où il faut tronçonner. On ne saura plus où il faut le faire une fois que c'est démonté. Voilà. Bien pratique ces goujons. Quand on est feignant et qu'on veut pas démonter, et ben ça se passe souvent comme ça. Démontage en douceur. Bon, un petit carnage. Bon, ça y est, le scooter, le Spitro est enfin équipé du kit Athéna et est enfin opérationnel pour pouvoir débuter la phase de test. Enfin. Le scooter, comme prévu, fait beaucoup moins de bruit avec la boîte à air d'origine préparée. Et d'ailleurs, l'aspect du scooter est quasiment d'origine. Et en plus, je serai un petit peu plus discret dans le quartier, c'est pas plus mal. J'ai donné un petit peu d'air au moteur avec la cale d'amortisseur. Cale d'amortisseur qui me sert surtout à ne pas avoir de problème de frein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors on débute la phase de test de la manière suivante. Dans un premier temps, avant de régler la carburation finement, on va d'abord pré-régler la transmission. On a vu dans les premiers tests que le variateur s'ouvrait totalement, activé par un couple moteur beaucoup trop important et du coup on n'arrive pas à comparer correctement les performances. Il va falloir avoir une transmission un petit peu cohérente quand même par rapport au kit monté sur le scooter. Donc je vous propose de monter au moins un des petits ressorts mal aussi un petit peu plus dur. Quel type de ressort mettre en fonction de la configuration? J'ai tout expliqué dans cette vidéo, comment régler parfaitement une transmission, notamment une variation et la raideur du ressort de poussée. Je rappelle vite fait, le blanc était plutôt utilisé pour les kits 50 et les petits kits 70, le jaune kit 70 forcément, le rouge vraiment pour les grosses configs. Même moi en kit 70 Most, j'ai pas eu à l'utiliser. Peut-être que là, mon cœur balance. On va utiliser quand même le jaune dans un premier temps. On va démonter la transmission. J'ai tellement fait par le passé que je pourrais presque le faire avec les pieds. Ne me tentez pas. On met le ressort jaune des galets poids à 6 grammes sur le variateur Polini et c'est parti pour les tests.
vous en ai parlé lors du montage de la configuration et notamment sur l'allumage Celetra fourni par Athena. Cet allumage ne permet pas de recharger une batterie ou d'alimenter un circuit d'éclairage, de clignotant, etc. nécessaire pourtant à la sécurité pour aller sur la route. En été, c'est pas vraiment nécessaire, mais en hiver, lorsqu'il fait nuit à partir de 17h, je vous garantis que ça, faut l'allumer et les phares à l'avant aussi. Vous aurez des soucis de toute façon si vous ne le faites pas. Donc j'ai pris mon téléphone, je suis allé voir mon tuto qui concernait les petites manips qu'il fallait faire pour alimenter les phares, les clignotants et le phare arrière en courant continu directement depuis la batterie. C'est pas bien compliqué, ça se passe ici et au niveau du commodo du phare. J'ai branché les deux fils en question et j'obtiens maintenant un éclairage directement alimenté en courant continu depuis la batterie. Magique. Elle est où ma clé? Je vous montre. Ça s'allume? Oui, ça s'allume. Elle a un petit peu faiblarde la batterie. Justement, faut-il encore que la batterie soit rechargée et en bonne santé. Ce qui me permet de vous présenter un petit produit sponsorisant aujourd'hui cette vidéo. Vous ne l'avez pas vu venir ce placement de produit. Pour savoir si votre batterie de scooter, de moto, de voiture est en bonne santé et qu'elle va pas vous lâcher dans 5 km, eh bien, il existe des testeurs et la marque Topdon m'a envoyé ce magnifique testeur de batterie. Vous aurez les liens en dessous. On va le tester vite fait pour voir si la batterie du Boo Booster va pas nous lâcher. Elle est là. Je vais tout sculpter. Connecting. Error. Pourquoi? Voilà. Test batterie. C'est une batterie gel. Je vais mettre dans les normes européennes. On y va. Puissance trop faible. Poursuivre les essais ou non? Yes. « 5%. Aïe. Il va falloir que je la recharge. 9,77 volts à la place de 12 volts. Ça va pas du tout. Allez, on va imprimer une petite fiche qui nous récapitule ça. Et puis, je vais recharger ma batterie. Un outil bien sympatoche. Ça permet aussi de tester la charge de la batterie avec moteur en marche. Enfin, il y a plein de fonctionnalités sur l'outil qui vous permettent de savoir où peut être décelée une panne de charge de batterie. Est-ce que c'est la batterie en défaut? Est-ce que c'est le système de charge? Ça vous permet de savoir où se situe le problème, quoi. Dans son coffre ou dans son garage, toujours pratique à avoir à disposition. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Et puis, code promo, blabla, enfin, vous connaissez la chanson.
bien failli vous en dire du mal de cette config. Mais au final, c'est une fusée. Mais c'était pas gagné. Je vous raconte tout ça. Mon protocole d'essai se faisait en 3 étapes. La première, pré-régler la transmission, ensuite s'occuper de la carburation pour peaufiner la transmission dans un 3e temps pour avoir les meilleurs réglages. Donc j'ai choisi un ressort jaune Malossi avec des galets de 6 grammes. Je trouve que le couple était plutôt bien choisi et mes précédents tests sur le kit 70 Most me disent que c'était à peu près les bons réglages. Après ce pré-réglage, je suis parti tester le comportement du scooter pour régler la carburation. Après quelques tours, j'ai perçu que le réglage était assez riche. Bruit significatif de richesse à tous les régimes, ça pétarade quoi. Et présence de mélange non brûlé sur le pot d'échappement en sortie là. Pas beau. Et ça allait d'ailleurs à terme supprimer toutes les capacités phoniques en imbibant la laine de roche de mélange non brûlé. Bref, j'ai descendu progressivement le gicleur principal jusqu'à une valeur de 102, le plus petit gicleur que j'ai de toute façon dans mon garage avec un carburateur PWK. Et je pensais pas descendre aussi bas, mais a priori, c'est pas mal. J'ai peaufiné la carburation en m'apercevant qu'en tournant la poignée de gaz à peu près à 25%, le comportement était encore un petit peu riche et la poignée de gaz ne répondait pas suffisamment vite. J'ai rabaissé l'aiguille en remontant le clip de l'aiguille, ce qui me permet d'avoir un mélange moins riche lorsque je tourne la poignée de gaz. Le comportement et la réactivité s'est vu améliorer. J'ai expliqué tous ces réglages de carburation dans ma vidéo qui concerne le réglage du carburateur. Je vous encourage à aller voir cette vidéo, mon best-seller d'ailleurs sur la chaîne. J'ai enfin terminé le réglage en réglant la vis de richesse, dévissée de 2 tours et 3/4. Du coup, la meilleure courbe obtenue à cette phase de réglage après le réglage de la carburation et avec le pré-réglage de la transmission me donne ça. Nul. Oui, nul. 55 km/h GPS en pointe et un régime moteur de 7700 tours par minute. J'arrive pas à aller plus haut, même sur une grande ligne droite. Il y a un sujet là. Et encore, c'est la meilleure courbe que j'ai obtenue avec le meilleur gicleur. Avant, c'était riche, ça partait encore moins bien. Alors c'est nul parce que clairement, je me suis viandé sur le pré-réglage de la transmission. Et en effet, rien qu'en regardant le compte-tours, d'ailleurs, c'est important de mettre un compte-tours, surtout sur la phase réglage. C'est super simple à mettre et ça coûte que dalle sur AliExpress, je vous mettrai le lien. Et je vous ai fait une vidéo pour le branchement d'un compte-tours. Il indique 7700 tours par minute en max et pour un 2 temps, c'est clairement pas normal. Alors il y a 2 raisons possibles à ça. Soit le réglage du haut moteur, le diagramme, le squish, les dimensions des lumières, les positions, etc. et l'allumage, l'avance à l'allumage, les courbes en fonction du régime moteur ne sont pas du tout adaptés. Et dans ce cas-là, faut tout reprendre, tout redémonter, tout recaler, l'embase, etc. Ou, deuxième choix, c'est la transmission globale qui est à reprendre. Et dans mon cas, je vais faire confiance à Athena. Je n'ai pas touché au réglage moteur préconisé, même si les diagrammes, et on en a déjà parlé, sont assez extravagants quand même. Et je me suis concentré sur la transmission. Je note depuis que je teste cette configuration que ça patine au démarrage. Une accélération chaotique. Ça ne monte pas dans les tours et du coup, ça n'accélère pas bien. J'ai donc immédiatement pensé à des galets trop lourds. Je suis donc passé sans trop y croire à 4 grammes de manière à augmenter progressivement le grammage des galets pour trouver le bon réglage de 4 grammes à 6 grammes. Je pensais que ça se trouvait là. Mais avec mon premier test à 4 grammes, le scooter a montré une facette tout autre de son comportement. Le démarrage en lui-même, depuis un départ arrêté, n'était pas encore très convaincant. Mais une fois l'accroche de l'embrayage effectuée, le variateur avec son faible grammage ne s'ouvre pas et donc reste sur un rapport de transmission très bas. Et comme à faible vitesse, il y a un faible couple résistant, le moteur monte plus facilement dans les tours. Et ainsi, il franchit la barre des 8000 tours par minute et à ce moment-là, j'ai cru crever. Le régime monte d'un seul coup jusqu'à des 11 500, 12 000 tours par minute. À cette vitesse de rotation, les galets peuvent jouer leur rôle et pousser même avec un faible grammage le ressort de poussée jaune Malossi pour ouvrir le variateur et donc faire évoluer le rapport de transmission. Et ça fonctionne. J'obtiens cette courbe, ça monte vite en vitesse et ça hurle. Donc je commence à comprendre à partir de ce moment-là le comportement de la configuration. Cette config avec un pot très court, je l'ai mesuré d'ailleurs, il mesure 62 cm. C'est pas compliqué, c'est le pot le plus court que j'ai dans ce garage. Il est même plus court que le Carrera 40 Yasuni que j'ai monté sur le S-Max, qui était très court, adapté au haut régime, qui mesurait 63 cm. Donc un pot adapté pour les très haut régime. Donc c'est normal que je patine dans mes premiers réglages avec du 7700 tours par minute. Il attendait pas du tout ça le moteur, il attendait bien plus haut. Les paramètres moteurs, quels qu'ils soient de toute façon, ne sont pas adaptés au bas régime. C'est donc une fusée qu'il va falloir maîtriser. Une fusée qui fonctionne à mort dans les très
haut régime. Donc la marche à suivre, ça va être de choper ce haut régime depuis le démarrage, le plus tôt possible et de ne pas le lâcher. Donc régler une transmission de cette manière-là en utilisant la méthode que je vous ai déployée dans ces deux vidéos. La première qui concerne la variation, la deuxième qui concerne l'embrayage. On va appliquer ces méthodes à la lettre. Dès la phase de démarrage, il ne faut pas perdre ce haut régime. Donc il faut placer des ressorts d'embrayage très durs pour forcer le moteur avant même que le scooter ne démarre à rentrer dans des hauts régimes pour que le point d'accroche soit situé bien haut. Je vais rester ensuite sur le ressort jaune Malossi puisque je pense qu'il est adapté à mon kit 70 Athena et vais ensuite tester plusieurs poids de galets pour obtenir le meilleur. Celui qui permet de maintenir un régime moteur pendant toute la phase d'accélération, régime moteur correspondant au couple maximal. Si la courroie ne monte pas tout en haut du variateur, ça voudra dire que les galets sont trop légers. Si le régime moteur descend trop bas lors de la montée en vitesse, les galets sont trop lourds. Il faudra les alléger. Et c'est en 4 grammes, voilà ce que ça donne. Je vous mets la courbe et on la décortique ensemble. Je tourne la poignée de gaz depuis un départ arrêté, ça part dans les régimes tout de suite à 11 420 tours par minute. L'accroche de l'embrayage se fait à peu près à 8000 tours par minute. L'embrayage patine jusqu'à environ 25 km/h. À cause du couple résistant, le régime moteur redescend à une vitesse de 9560 tours par minute. J'ai essayé de mettre des ressorts plus mous pour rendre plus constant le régime moteur, mais j'obtiens tout de suite des régimes moteurs après la phase d'accroche beaucoup plus bas qui handicapent considérablement la phase de montée en vitesse. Donc je suis resté sur ces ressorts très durs. Le couple maximal est obtenu aux environs de 9500, 10 000 tours par minute. On le voit très bien lorsqu'on accélère, on sent une poussée d'un seul coup. C'est ce régime qu'il faut privilégier. En revanche, avec ces 4 grammes, ça monte beaucoup trop vite en vitesse de rotation. Et en plus de ça, on constate que le variateur n'arrive pas totalement à s'ouvrir en vitesse de pointe. Le démontage du variateur montre que la courroie n'est pas montée jusqu'en haut, malgré le fait d'avoir poussé totalement le moteur poignée de gaz à fond sur une grande ligne droite. Et d'ailleurs, la courbe indique une vitesse de pointe à 85 km/h, ce qui n'est vraiment pas la vitesse attendue avec ce type de config. Il y a un truc qui va pas, faut changer le grammage. Le couple transmis à la roue est tel, ça se voit directement dans les tests, qu'on peut s'aventurer à mettre des galets plus lourds, perdre un tout petit peu de régime, mais surtout obtenir une montée des galets complète, c'est-à-dire avec une montée de la courroie parfaite, et obtenir ainsi une Vmax idéale. Après plein d'essais, j'en ai bouffé des essais. Je trouve que le meilleur réglage est le suivant. Des ressorts d'embrayage bleu Doppler, les plus durs que j'ai dans l'atelier, qui me permettent de lancer le scoot avec un point d'accroche aux alentours de 8000 tours par minute. Ça gueule. Le scoot, il gueule tout de suite. Mais je vous l'ai dit, hein, c'est la config qui veut ça, faut du haut régime. Le couple au niveau de la transmission, ressort jaune Malossi avec des galets de 4,75 grammes. Et avec ça, attention au wheeling. Une accélération fulgurante. Franchement, j'avais oublié ce que c'était une telle montée en vitesse. Pour comparer, je vous ai mis la courbe du booster débridé. Bon, ok, ça n'a rien à voir, c'est en 50 cm3, mais c'est pour vous donner une petite référence, une petite idée de ce que j'ai ressenti. Et je vous place aussi une deuxième courbe, là, beaucoup plus pertinente pour une comparaison. Il s'agit de la configuration maximale que j'ai obtenue avec le kit 70 Most, une admission Big Valve, un carburateur de 19, un Yasuni R débridé dans tous les sens. Bref, on obtient quasiment la même accélération jusqu'à environ 80 km/h. Mais après cette vitesse, la config Athena, je sais pas ce qu'elle a, elle continue d'accélérer. Peut-être aidée par les boosters au niveau des lumières d'échappement. Je ne sais pas, en tout cas ça doit aider. La vitesse étant limitée en agglomération à 50 km/h et entre agglomération à 80, 90, j'imagine que si on poussait le scooter dans une ligne droite, à peu près de 500 mètres, poignée de gaz à fond, on obtiendrait une vitesse de pointe de 107 km/h. Et petite parenthèse, c'est la même vitesse de pointe que dans la vidéo sur le kit 70 Most poussé au max. Alors qu'est-ce que je pense en fin de compte après les tests de cette config? Je vous dis tout. Déjà, c'est plug and play, vraiment. J'ai monté, comme Athena le dit, en suivant scrupuleusement la notice, les différents paramètres moteurs. Je me suis pas posé de questions. Vous l'avez vu dans la première vidéo de montage du moteur, ainsi que dans la seconde, avec les différents éléments à côté, l'allumage, etc. J'ai rien inventé. J'ai utilisé les paramètres indiqués dans les notices. J'ai trouvé, en revanche, les paramètres qui conviennent pour la transmission et la carburation. Alors, en revanche,
c'est pas une configuration que j'utiliserai tous les jours pour aller chercher mon pain. C'est trop pointu pour se balader en ville ou au quotidien. On est en permanence à 9000, 10 000, 11 000 tours par minute. Ça gueule et ça a une pêche pas possible. On est surpris en permanence par le bestiau. Pas facile à doser. Faut être pilote de course, quoi. Pilote de course pour scooter. Moi, je suis pas pilote de course. Je vous rappelle aussi que je suis en rodage. Donc, utiliser un tel moteur à des vitesses de rotation stratosphériques, pas facile d'être sérieux et de pas forcer sur le moteur. Bon, et une chose indéniable, c'est que c'est pas discret du tout. Et encore, moi, j'ai placé la boîte à air d'origine préparée, ce qui déjà atténue largement le bruit côté admission. D'ailleurs, le bruit, je l'aime bien. Ouais, j'aime bien. Alors un truc que j'ai remarqué, un retour d'expérience au niveau de l'alimentation d'essence. Il y a un truc à revoir. J'ai utilisé pourtant le carburateur fourni par Athena, le carburateur de 28 mm. Alors effectivement, j'ai pas trouvé de Del Orto en PWK. Bon, c'est peut-être Del Orto qui achète un carburateur PWK chinois. Ce n'est pas, je pense, un Del Orto. Vous avez eu raison dans les commentaires. Donc au niveau carburation, le moteur pompe tellement d'essence lors d'une phase d'accélération ou pendant une longue ligne droite qu'au bout de la ligne droite, le moteur cale. Il n'y a pas assez d'essence pour alimenter le bestiau. Faudrait revoir peut-être le diamètre d'alimentation du carburateur au niveau de l'arrivée d'essence ou simplement augmenter la taille de la durite ou encore une autre option, mettre une pompe à essence pour être sûr d'injecter en continu en fonction du régime moteur l'essence qu'il faut que le moteur boive quoi. Là il y a clairement un défaut de conception. Si vous avez déjà eu ce problème, dites-le moi, j'ai l'impression d'être le seul à parler de ce sujet. Un petit point négatif, mais là c'est propre au montage d'un kit de ce type-là sur un booster adapté d'un vertical à l'horizontale, c'est simplement que le profil du moteur n'est pas adapté au châssis. J'ai dû, pour monter le moteur et que ça ne frotte pas, adapter d'une part la culasse en enlevant quelques ailettes, je ne pense pas que ça change grand-chose sur le refroidissement, mais j'ai surtout dû entailler les caches moteurs et le cache qui permet de guider l'air de refroidissement tout autour du moteur. Et ça doit quand même pas faciliter le refroidissement de la bête. Et donc, question fiabilité, je remets un petit peu en doute la capacité de cette configuration à durer dans le temps. Par contre, en testant cette configuration, on sent vraiment qu'elle en a encore sous le carénage. Ça vibre, ça développe de la puissance et on sent très bien qu'il peut aller beaucoup plus loin. En plaçant une telle config, on ne peut pas s'en tenir là. Il faut à mon sens continuer et pour ça, il y a deux choses à faire. La première, c'est de monter une transmission finale plus longue. De deux, passer sur une variation grande plage. Là, ça va donner une putain de fusée. Je crois que je vais avoir des appels d'Elon Musk bientôt. Petite dernière chose, j'ai testé le petit bouton position 1, position 2 pour l'allumage. J'ai pas vu de différence. Dites-moi dans les commentaires si j'aurais dû voir quelque chose. Si ça vous intéresse de voir la suite du booster préparé avec le kit Athena, mais cette fois en peaufinant les réglages avec les deux paramètres que je viens d'aborder, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Je ferai une vidéo, encore une fois, de test tout le week-end. Mais quand on aime, on ne compte pas. Si ça vous intéresse de voir la suite, petit commentaire en bas. Je finirai la vidéo en vous parlant d'une chose. Si vous avez un problème de scooter, de réglage, le scooter démarre pas, ce que je faisais avant, c'est que je vous orientais vers mon Instagram. Mais j'ai tellement de messages, et vous l'avez sûrement remarqué pour ceux qui ont essayé de me contacter, que j'arrive même plus à vous répondre. Même succinctement, j'arrive pas, je trouve pas le temps. Et d'ailleurs, j'en suis désolé. Et pour me faire pardonner, et sur les conseils de certains, j'ai ouvert un Discord. C'est quoi un Discord? Je vous le dis clairement, je ne savais pas ce que c'était avant qu'on m'en parle. Mais avec l'aide de Jacques Mesrine, Fuelaz, Tuco et Lims qui ont créé un véritable environnement sur ce Discord, j'en suis super fier et merci à eux. Vous pourrez trouver des configurations qui fonctionnent avec les réglages précis utilisés, trouver les réponses à vos questions, échanger simplement sur votre passion. Je vous invite à aller faire un tour pour trouver les réponses à vos questions ou pour aider la communauté du cliquet. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Pourquoi il y a quelque chose? Ah, ça tourne! Non, ça tourne pas. Ah si, ça tourne. Ah bah oui, je l'ai vu. Allez, ça tourne! Cette séquence-là, ça sera la meilleure. Ça n'a rien à voir avec mon Là, je te reconnais. Je suis quand même assez naturel. Oui, oui. Dans la vidéo, quand tu me vois en vrai et que tu me vois là, c'est quand même le même bonhomme, aussi gros, aussi con. La caméra, ça fait pas rajouter du poids. Ah, là, celle-là, non? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bonjour à tous les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça, c'est ce que tu dis d'habitude. Quand on est tout seul dans notre caméra, c'est plus simple. Hein. Ah oui, eh ben on peut dire déjà que l'atelier est petit. Je suis venu visiter l'envers du décor de chez Simon. Ah, sinon, tu fais ton intro de la prochaine vidéo, puis moi je ne fais que passer comme ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Attends.
Si t'as une intro d'une prochaine vidéo. Alors, Et moi je passe. ouais, ça marche, attends. L'air de rien, petit bullet mais presque. Ce qu'on va faire, c'est ça.